Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le cours des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois une femme de l'ombre qui compte dans le domaine du cinéma. Originaire de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, elle a décidé de porter son département sur grand écran. Productrice de courts-métrages et de documentaires, elle est aussi à l'origine du film L'Ascension avec Ahmed Silla, qui a littéralement conquis le cœur des Françaises et des Français en attirant 1,2 million d'entre elles et eux en salle. Cette année, elle a été décorée par la République et est devenue chevalière de l'Ordre national du mérite. Elle, c'est Laurence Lascari. Salut Laurence. Salut Rokhaya. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. C'est ta première sur BET. Exactement. Alors sur BET, on dit la vérité aux spectateurs et aux spectatrices. On se connaît, on a fréquenté la même université. Voilà, on était la noire de la promo, de nos promos respectives, puisqu'on a fait, voilà, on était le quota de chacune de nos promos à un an d'intervalle. Moi, je te connais, mais je propose aux téléspectateurs et aux téléspectatrices d'en savoir plus et de découvrir ta trajectoire fulgurante en 5 dates que j'ai choisies. Ça te va? Ça marche. Tout de suite, Laurence Lascari à travers 5 dates. Alors, Laurence Lascari, pour commencer ta vie en 5 dates, on va commencer par le début. Alors, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas ta date de naissance sur Wikipédia, mais je la connais. Donc, tout commence en 1980. Tu es née à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, donc le fameux 93. Quelle influence a eu ce département sur ta vie? Je pense que je le porte en moi. Et ça doit être le cas aussi de pas mal de gens qui ont grandi dans ce département. C'est le plus pauvre de France, le plus jeune de France aussi. Et voilà, c'est un département qui est très stigmatisé. Moi, j'ai plein de souvenirs en tête qui ont fait que j'ai très vite compris que j'étais à part, le fait d'avoir grandi dans ce département. Et ça m'a donné aussi envie de prouver que j'étais autant capable que les autres. Et je pense que j'ai eu la chance aussi que mes parents m'aient toujours encouragée et m'aient toujours montré qu'il n'y avait pas de limite. Donc, finalement, tous ces déterminismes-là, j'y ai aussi échappé grâce à mon éducation. Et justement, tes parents viennent de Guadeloupe. Est-ce que ta culture d'origine a tenu une place dans ton éducation? Le créole des parents, la gastronomie, parce qu'on mange très très bien. Je confirme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une certaine rigueur aussi dans l'éducation, une certaine autorité, un modèle aussi avec ma mère qui a toujours tout géré comme si c'était normal. Enfin, voilà, elle nous a élevés seuls, même si mon père était quand même présent, mais c'est elle qui nous avait au quotidien. Donc voilà, cette impression, je dirais qu'il faut être forte, qu'il faut tenir tête et aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et puis après, côté père, c'était plus, je dirais, un esprit un peu revendicatif qu'on attribue aux Guadeloupéens, où lui, j'ai toujours vu dans des trucs, des associations, des mouvements politiques. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, il continue. Et d'une certaine manière, ça a dû m'influencer. Alors, tu es passionnée de cinéma, tu suis un master en marketing et distribution dans l'industrie audiovisuelle à la Sorbonne et à l'INA. Tu travailles pour Studio Canal et puis tu fais un stage à New York. Et à ton retour, tu as une idée, ce qui nous emmène à la date suivante, qui est 2008. Alors 2008, c'est une grande année pour toi. Ton attachement à ton département se matérialise dans la création d'une société de production alors que tu n'as que 28 ans. Ta société, tu l'appelles de l'autre côté du périph'. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce nom? Oui, alors ce nom est né en fait avec un pote qui s'appelle Ndero. Et en fait, c'est la première personne avec qui j'ai parlé de ce projet de création d'entreprise. Et Ndé, donc mon pote, est de Montreuil. Et à Montreuil, en 98, il y a eu un très beau documentaire de Bertrand et Nils Tavernier qui s'appelle De l'autre côté du périph'. Et donc, quand j'ai commencé à échanger avec lui sur cette création de société, c'est lui qui me l'a soufflé. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne l'appellerais pas De l'autre côté du périph'? J'ai dit, mais c'est génial. Et en plus, même des ACP, ça sonne plutôt bien. Et c'est comme ça que le nom est né. Voilà, donc le périph', pour les gens qui ne sont pas parisiens, c'est la frontière entre Paris et sa banlieue. Exactement. Frontière autoritaire. Et l'idée, voilà, c'était tout de suite très marqué politiquement, si on peut dire, c'est de se dire, il n'y a pas que Paris dans la vie. Moi, si j'ai un truc à apporter, c'est ça. C'est de montrer d'autres récits, de travailler avec des talents qui sortent des sentiers battus et de dire que
de l'autre côté du périph', il y a le reste du monde. C'était ça l'ambition. Et tu parles de talent. En 2008, tu es aussi lauréate du prix Talent des cités. C'est ça. Et tu dis, en France, ce qui bloque, c'est l'uniformité des gens qui décident. Ils sont souvent issus des mêmes milieux sociaux et c'est aussi très parisien. Il faudrait commencer par mettre plus de diversité dans les personnes qui soient à même de permettre à des œuvres d'exister. Est-ce que c'est pour ça que tu choisis la production ? Oui. Oui, parce que c'est le premier maillon de la chaîne. Alors, on n'est pas complètement décisionnaire, mais en tout cas, on a l'opportunité d'accompagner des talents, de soutenir des auteurs. Et c'est une première étape. Après, évidemment, on doit se confronter à d'autres décideurs, mais c'est une énergie de se dire... puis je ne me suis jamais sentie artiste, de toute façon, donc je suis très bien à ma place. Et c'est une manière de dire on va faire les choses dans les règles du système. Et c'est dans les clous que je vais arriver à émerger et faire émerger d'autres personnes. La date suivante, c'est 2013. Alors, tu produis le premier documentaire d'une certaine Rokhaya Diallo. Mais c'est pas ça que je vais te parler, puisque tu lances la collection de courts-métrages Dans mon hall, qui met à l'honneur les quartiers populaires de France, et pas seulement de France hexagonale. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet dont l'écriture et la réalisation sont très, très originaux ? Dans mon hall, c'est un projet que... Original, pardon, je fais une faute de français. Écriture et pas grave, réalisation originale. Donc, dans mon hall, c'est un projet qui mêle la culture et le social, puisque ça nous permet d'envoyer un réalisateur ou une réalisatrice dans une cité, n'importe où en France, et pendant 2 semaines, il va être en immersion, rencontrer les habitants, écrire des histoires, les tourner sur place, dans des conditions que moi j'appelle commando, parce qu'il ne sait pas où il va tourner, il ne sait pas quelles histoires il va le tourner, il ne sait pas qui seront ses comédiens, il ne sait pas avec quel technicien il va travailler, puisqu'on essaie de les recruter au maximum localement. Et puis voilà, au final, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est une sorte d'aventure, un peu comme de l'impro, du jazz. Et il y a de très beaux films qui en ressortent. Certains vont en festival, d'autres sont diffusés à la télé. Et puis voilà, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, on a créé l'association Dans mon hall, qui va porter maintenant ce projet directement. C'est un peu rendez-vous en terre inconnue pour les réals, c'est ça ? Ouais, c'est ça, mais avec moins, rendez-vous en terre inconnue. Peut-être avec moins de distance avec les gens avec qui les réalisateurs travaillent. Il y a moins, ouais, c'est pas on n'est pas en train d'aller découvrir un peuple autochtone. De lointaine et inconnue. On vient tous du même pays, mais en revanche, c'est vrai que on va souvent dans des réalités, parfois ça peut être dur au niveau social ou du chômage, etc. Et le fait que le réal soit sur place avec eux et partage de vrais instants, ça permet aussi à la parole de se libérer et puis de faire en sorte qu'il y ait une vraie connexion. Dans mon hall, aujourd'hui, c'est plus de 40 films, donc c'est vraiment un travail conséquent en 5 ans, et on peut les retrouver en DVD, j'imagine. Exactement, en DVD, puis il y a le site internet dansmonhall.fr. Alors l'année dont je veux te parler, l'année suivante, c'est l'année 2016. C'est l'année de l'ascension, au propre comme au figuré. Tu produis ton premier long métrage. Le film s'appelle L'Ascension. Il est réalisé par Ludovic Bernard. Il est inspiré de faits réels, la vie du journaliste Nadir Dandoun. Et le premier rôle est incarné par Ahmed Silla, qu'on avait reçu ici d'ailleurs pour en parler. C'est l'histoire de Samy, un jeune du 93 qui, par amour, décide de grimper l'Everest alors qu'il n'a absolument aucune expérience. Ouais, Samy de la Courneuve, c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié du film, puisqu'en plus, il était allé au lycée Jacques Brel, comme moi. Donc ça ne pouvait donner qu'une personne très déterminée, malgré l'air qu'il a sur l'affiche. Alors ce film, c'est un vrai succès. 2 prix au Festival de l'Alpe d'Huez, prix du public et grand prix du jury, et surtout 1,2 million d'entrées. Donc pour un premier long métrage, c'est un énorme succès. Est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de ce film, et est-ce que tu t'imaginais en fait rencontrer le public de cette manière-là ? En fait, quand je commence quelque chose, j'y mets beaucoup d'ambition, beaucoup de foi, mais j'ai aucune ambition parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, quand en 2011, ça remonte à 2011, quand je rencontre Nadir Dandoun, parce qu'une certaine personne qui est en face de moi me souffle et lui souffle, « tiens, ton livre, c'est génial », ou « je connais cette productrice », et puis tu viens me voir en me disant « mais Laurence, ça ne t'intéresserait pas d'adapter ce livre en film ?» Donc, on a fini par se rencontrer et même si ça me semblait fou, ça me semblait impossible. Et je te l'avais même dit, j'ai dit, mais c'est génial cette histoire, mais c'est trop gros en fait pour un premier film. Peut-être qu'il faut que j'aille
sur une histoire qui est un peu plus à ma portée, parce que Everest égale beaucoup de moyens, égale un coût énorme au niveau technique, des risques, etc. Je me suis quand même demandé si j'avais les épaules pour le faire. Ça n'a pas duré longtemps parce que très rapidement avec Nadia, on est allé voir son éditeur et on a signé une option pour que je puisse adapter le livre en film. Et après, beaucoup de péripéties, des hauts et des bas. Un jour, on avançait, le lendemain, tout s'arrêtait. Et jusqu'à ce que je me dise, après tout, si je le fais, ce film, c'est génial. Et si je le fais pas, bah, c'est pas grave. Je vais pas me rendre malade. Et c'est ce que j'ai dit à Nadir. Je lui dis, écoute, là, je fais de mon mieux, mais je sais pas si on va y arriver. Et à chaque fois, ce qui était beau, c'est qu'il m'encourageait beaucoup, il me soutenait, même si à côté, d'autres personnes pouvaient lui dire, mais pourquoi tu le fais avec elle? Oui, parce qu'il y a des producteurs qui l'ont approché aussi Exactement. pour. Ouais. Donc c'est vraiment, il y avait Ouais. quelque chose de très monde de requin. Oui, et puis même des gens, des gens comme toi et moi qui lui disaient, mais pourquoi tu vas pas voir un vrai producteur? Donc, et malgré tout ça, enfin, je pense que avec sa personnalité, c'est des choses qui l'ont nourri aussi pour continuer avec moi et leur montrer qu'il avait raison de me faire confiance. Et voilà, petit à petit, ça se met en place jusqu'à ce qu'on arrive au casting, qu'on voit Ahmed Silla qui était incroyable. Dès les essais, en fait, il avait tout, il a tout ce C'était lui? qu'on revoit. Ouais, c'était une évidence pour tout le monde. Et, et donc voilà comment on est parti. Et puis après, aller convaincre distributeurs, les chaînes, Et jusqu'à le succès projet. majeur, ce qui te conduit à d'autres rencontres et surtout à continuer tes activités de productrice. Et cette année, en 2018, c'est une grande année pour toi aussi. Alors, en février, tu es nommée chevalière de l'Ordre national du mérite. Ça se passe au tout début de l'année. Alors, comment t'appelles maintenant? Madame la chevalière, la chevaleresse? Est-ce que tu as une médaille que tu portes Alors, je pourrais porter un... Non, ça, on n'a pas droit. J'ai découvert qu'on n'avait pas le droit de la porter Ah comme bon? ça dans le civil. Mais on peut mettre une sorte je crois, de pins ou autre. Je l'ai pas... Tu l'as pas mis? Non, je l'ai pas acheté, je porte pas. T'es fière quand même de cette reconnaissance? Bah, moi, je suis toujours fière pour mes parents, en fait, parce que j'aime bien voilà, les amener dans ce genre d'endroit. C'est la ministre de la Culture, Voilà, c'est Françoise au ministère Nyssen, de qui la t'a Culture. remis Ouais. cette décoration. Ouais. Tu as prononcé un discours devant elle et Donc, devant tes proches. ouais, le Sénat, le ministère de la Culture, j'aime bien. En fait, je partage avec eux. En fait, c'est une manière de leur rendre ce qu'ils m'ont donné et puis de partager ces réussites avec eux. C'était un très beau moment. Il a beaucoup neigé ce jour-là. C'était compliqué, mais la cérémonie, je pense qu'elle restera longtemps. Alors, en 2018, le 12 mai, tu fais partie des 82 femmes qui ont monté les marches du Festival de Cannes pour demander l'égalité salariale dans l'industrie du cinéma. Alors, 82, c'est un chiffre symbolique en référence au nombre de femmes retenues en compétition pour la Palme d'Or depuis la première édition du festival en 1946, donc ça fait pas beaucoup. Et à tes côtés, il y avait des femmes mondialement connues comme Agnès Varda, Ava DuVernay, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Léla Becti ou encore Salma Hayek. Et toi, tu étais sur la photo devant, au milieu. Quelle est l'histoire de cette photo? Comment tu t'es retrouvée là? Eh bien, en fait, j'ai participé aux premières réunions du collectif 50-50, qui a été lancé par un groupe de productrices, distributrices, réalisatrices, puisqu'au premier rang, il y a Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma, qui ont mis aussi beaucoup d'énergie dans ce collectif. Et donc, voilà, il y a eu des ateliers en mars, et au fur et à mesure, s'est organisée cette montée des marches à Cannes, et à laquelle on m'a proposé de participer. Je ne m'attendais pas à être à la place où j'étais, hein, très sincèrement. Je l'ai découvert en arrivant. Mais en tout cas, tout au long de ce process, d'aller monter les marches comme ça et d'avoir l'impression de participer à un mouvement historique, c'était quelque chose d'assez exceptionnel et dont je suis hyper fière en fait, d'avoir fait partie parce que c'est beau, le changement est en marche. Parce qu'il y a Cannes qui a signé cette charte où il s'engage à plus de transparence sur le processus de sélection et puis faire en sorte que dans les comités, il y ait autant d'hommes que de femmes. Et puis suite à Cannes, en fait, il y a énormément de festivals qui ont suivi derrière. Dernièrement, c'était le Festival de Rome, il y a eu Toronto, enfin, il y en a eu vraiment énormément et on sent que ça bouge. Et ça bouge sur des éléments très concrets, pragmatiques. Les assises avec Françoise Nyssen, il y a quelques temps, où elle a pris aussi des actes sur la parité homme-femme. Donc c'est chouette. Et on n'oublie pas, parce que moi, c'est aussi
et tu le sais, un combat que je porte depuis longtemps. Quand on se bat pour plus d'égalité, on se bat pour plus d'égalité au sens large. Donc ça inclut aussi les autres formes de discrimination. Et ça, c'est un sujet aussi que je porte à l'intérieur de l'asso avec mes collègues. Et que tu portes avec brio, hein. Alors, tu n'as pas chômé depuis la création de ta société et ça semble pas prêt de t'arrêter. Je te propose maintenant de passer à notre questionnaire qui est désormais la tradition de la fin du show. Tout de suite, le questionnaire pivot avec Laurence Lascari. Laurence Lascari, en tant que productrice, tu as l'habitude de mettre les mots en images. Ce questionnaire est donc tout droit désigné pour toi. Je te propose de répondre à ce fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision des années 80, qui a animé l'émission culte Apostrophe, où se bousculait l'élite culturelle de l'époque. C'est un questionnaire qui a été adapté du questionnaire de Marcel Proust et qui a même traversé l'Atlantique, puisque d'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prête, Laurence? Prête? Alors, première question, quel est ton mot préféré? Solution. C'est mon travail. T'es Olivia Pope, en fait, Voilà, ça fait exactement. ça, quoi. Le mot que tu détestes? Problème? C'est logique. Quel est ton plat préféré? Alors, pour les connaisseurs, je dirais fricassé de lambi. D'accord. Si vous allez en Guadeloupe, il faut goûter le fricassé de lambi. C'est un fruit de mer et on en trouve dans la Caraïbe. Très bien. Quel est le son, le bruit que tu aimes? J'allais dire un truc, mais je vais pas dire ça. Ah si, faut que tu le dises. J'allais dire le bruit des pièces qui tombent, de l'argent qui tombe. Du casse. Comme Picsou. Voilà, exactement. Voilà. Ça, ça fait vraiment très productrice, ça. Bah, écoute. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Alors, le bruit que je déteste, c'est les bisous qui sont trop près de l'oreille. Je déteste ça. Ma mère est spécialiste, donc elle rate sa cible, elle t'embrasse juste au niveau de l'oreille et ça résonne, c'est insupportable. Donc c'est un message à ta maman. Ouais, mais je lui ai déjà dit, mais elle se refait pas. Quel est ton juron, ton gros mot, ton blasphème favori? Je vais m'auto-censurer parce que non, pour les publics, on a eu toutes sortes de choses, vrai. donc tu peux vraiment te permettre d'y aller. Je vais dire FDP. Qui veut dire... Bon, je pense qu'on a compris. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? J'aurais dit la mulâtresse solitude. Alors, la mulâtresse solitude, c'est une ancienne esclave qui s'est battue pour l'abolition de l'esclavage. En fait, c'était au moment du rétablissement de l'esclavage. Parce que l'esclavage a été aboli par la Révolution, rétabli par Napoléon, 1780. Ce qui fait qu'en Guadeloupe, voilà, il y a des gens qui étaient plus esclaves, qui sont redevenus esclaves. Exactement. Et en fait, la mulâtresse solitude, eh bien, elle était enceinte et elle était au maquis avec d'autres hommes et elle s'est battue jusqu'au bout. C'est une histoire qui a fini tragiquement puisqu'ils se sont tous soit suicidés ou elle, en fait, on l'a emprisonnée. On l'a forcée à avoir son enfant parce que ça avait une valeur marchande, forcément. Et puis derrière, je crois qu'elle a été condamnée à mort. Exécutée. Donc, je trouve que c'est le symbole d'une femme qui s'est battue pour sa liberté jusqu'au bout, parce que elle croyait en ces valeurs-là. Donc, moi, ce sont des choses qui me touchent parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de révolutionnaires, mais je ne sais pas s'ils seraient prêts à perdre, ils seraient prêts à mourir en fait pour la cause dans laquelle ils croient ou même à sacrifier leur confort. Alors, le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Femme de ménage. C'est le métier que faisait ma grand-mère, mais c'est vrai que ça m'aurait contrarié de faire ce métier. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Un panda. J'étais sûre que tu allais dire ça. Moi, franchement, j'aurais dit koala. Mais... non, mais je sais pas, il est tranquille. Mais j'en étais sûre. Voilà. Il est à son rythme. Personne l'emmerde. Et pour terminer, si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Beau travail. Bien joué. Merci beaucoup, Laurence Lascari. C'est la fin de notre entretien. On se retrouve dans 15 jours dans BET Talk avec un nouvel ou une nouvelle invitée. D'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment nord-américain sur BET. Salut!